En fait, les gens pensent que quand on est boss, on est méchant. Déjà, son plan, une fois qu'on aura entrepris, il va tomber à l'eau parce qu'on va se rendre compte que toutes les théories, elles seront fausses. Comme on essaie de donner l'envie, le goût d'entreprendre et le goût de développer des compétences entrepreneuriales aux jeunes. Parce que la pratique et la réalité du terrain est totalement différente. Aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat, statut d'étudiant entrepreneur. Et pour ce faire, eh bien, nous allons poser la question à des acteurs de terrain qui sont Chloé Sengers, Coco Donut, vous connaissez très certainement, Crime peut-être, et bientôt Bisous. Aussi Germain Delflandre pour Ilocos. Et enfin Thierry Villers qui est directeur de la LGE. Donc vous connaissez très certainement les mini-entreprises, eh bien c'est lui. Le constat est sans appel. Selon un article de La Libre, les 3/4 des étudiants entrepreneurs se trouvent en Flandre. Sommes-nous moins entreprenants, moins créatifs ou encore moins innovants que nos voisins flamands? Je le pense pas. Mais alors pourquoi nos jeunes entreprennent moins? Pourquoi ne pourrions-nous pas faire de la Belgique une terre d'innovation? Eh bien pour moi, il ne peut s'agir que d'un manque de visibilisation des acteurs qui font déjà un travail remarquable d'accompagnement. Il y a également un besoin de travail sur finalement les mentalités. Et évidemment, il y a un manque surtout de cadres toujours plus progressistes dans une démarche d'inciter l'âme du jeune entrepreneur. Alors nous ne sommes pas tous des Elon Musk, et c'est pas du tout l'idée ici. Nous pouvons tous, à nos échelles, influer sur le réel, en entreprenant au gré de nos originalités. L'entrepreneur social, le start-upper dans la tech ou l'indépendant ouvrant son commerce, tous nous cristallisons une volonté. La volonté d'agir sur le réel en mettant en place les fondations d'un avenir qui est encore à se dessiner. Le boulanger au milieu de son village, tout comme la plateforme numérique, tous deux sont des lieux communs où les individus font société au travers de leurs interactions. Dans le fond, la liberté d'entreprendre, ou même celle de ne pas entreprendre, c'est un droit qui peut donner lieu à l'effervescence d'une citoyenneté active, croyant encore en la possibilité d'agir sur son environnement. Alors voilà, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui et je vais aller directement dans le vif du sujet. Eh bien Germain, dis-moi, raconte-moi un petit peu, si tu avais une image qui illustrerait ton parcours, si tu devais présenter justement ton parcours succinctement, tu ferais comment? Écoute, merci beaucoup pour l'invitation, je suis content d'être ici aussi. Une image ou un objet, je pense peut-être à mon ordinateur et un ordinateur en général. Je pense qu'avec un PC maintenant, on peut créer son avenir, entre guillemets. Et donc, ce que j'ai voulu faire il y a quelques années, quand j'avais 17 ans, et que j'étais en secondaire, et que j'ai créé Ilocos. Et donc justement, Ilocos, en fait, c'est une agence, on travaille avec principalement des startups et des PME en B2B. Et donc, notre objectif, en fait, ça va être d'attirer leurs clients idéaux avec une stratégie digitale personnalisée, ciblée, efficace. Donc, on a un seul focus, c'est le ROI, et donc l'acquisition de nouveaux clients. Et du coup, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Ilocos? Je pense que la soif d'entreprendre, c'est en moi depuis que je suis ado, même encore avant, je pense. Après, vraiment, le déclic, c'était pendant le confinement, où à un moment, j'étais en train de me former en ligne et puis on m'a demandé, tiens, est-ce que quelqu'un sait faire un site internet? Au final, je dis oui. J'ai commencé à développer un site. Puis on en a demandé un deuxième, un troisième, la même personne. Et puis il m'a conseillé un ami. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire. J'adore faire ça. Et puis donc, j'ai lancé Ilocos, qui au final, le projet a bien évolué pour être celui que je vous ai présenté maintenant. Mais ça, c'est un peu le déclic et le point de départ. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment, allez, tu t'es découvert une passion finalement pour une activité en particulier. Tu t'es dit, finalement, pourquoi pas en faire finalement mon entreprise, quoi. C'est clair, c'est clair. Et la passion avant tout, c'est l'entrepreneuriat. Elle fait d'entreprendre. Après, c'est clair que le marketing digital au sens large, c'est devenu aussi une passion par la suite. Et donc, j'ai combiné les deux pour développer Ilocos. Ok, d'accord. Et justement, Chloé, parce que voilà, Coco Donut, Crème et bientôt Bisous, mais Coco Donut et Crème sont quand même hyper connus, surtout quand tu passes par le sablon. Voilà, c'est un peu c'est la référence. Je me demandais, est-ce que toi aussi ça a découlé d'une passion? Enfin, si tu avais te présenter, si tu avais présenté ton projet, comment cela s'est fait? Ouais, c'est j'adore manger. Non, c'est vraiment je travaille dans la restauration depuis que je suis toute petite, quoi. D'accord. Donc depuis petite, j'ai 15 ans. Ça a commencé par un job étudiant, donc ça n'a pas été une passion de base. Ça s'est transformé en passion quand en fait je me suis rendu compte que je décidais, que j'étais contente d'aller à mes jobs étudiants, j'étais contente de me donner à fond, qu'en fait on me proposait des postes manager alors que j'avais 18 ans, etc. Donc ça a été, même quand je faisais mes études, je pense que je faisais partie de ce petit groupe à l'UNIF qu'on appelle
les paumés ou les visiteurs. Ok. Donc j'y allais jamais, j'étais la seule qui était là, moi je sais pas ce que je veux faire dans la vie, etc. Et en fait, c'est venu ensuite par la suite, par le fait que je devais rentrer en Belgique, j'habitais en Australie depuis 3 ans et demi. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire qui est sympa, parce que je me voyais pas du tout travailler dans une agence ou quelque chose comme ça. Et j'ai direct pensé au food, puisque je connaissais que ça depuis toujours. Donc, tu faisais du foot avant. Du food, ouais, je parle en anglais. Food, ah oui, sorry. Food. Oui, j'entendais Avec un D. Je fais que du franglais. Mais Ça peut être rassuré, j'avais compris ça aussi. Donc. Et donc voilà, je suis un peu tombée dedans aussi par hasard. C'est plus de fil en aiguille de se dire en fait, qu'est-ce que j'aime vraiment faire, je sais que les jobs que je faisais le mieux, c'était vraiment dans la restauration, quoi, dans l'Horeca, même si je faisais des études en communication, mais qui m'a aussi bien servi pour mes propres business, en fait. Ok. Et du coup, comment tu t'es dit, en plus, je vois une boîte, si j'allais te demander, quel objet ou quelle image tu peux représenter selon toi ton parcours. Est-ce que c'est celui-ci? En tout cas, c'est par ça que j'ai commencé, donc j'ai ramené des donuts. Ok, super. Mais c'est clair que la nourriture en général, et je pense aussi les réseaux sociaux, c'est ce qui représente bien un peu ce que je fais, puisqu'en fait, je pense que j'aurais jamais eu le même impact... l'impact que j'ai eu dès le départ avec Coco Donuts et Crème, si j'avais pas utilisé les réseaux sociaux. Okay. Faut pas se mentir, c'est quand même une espèce de bouche à oreille numérique qui fonctionne vraiment super bien. Donc c'est un mix entre les deux, quoi, clairement. Pour être tout à fait honnête aussi, c'est vrai que moi, Coco Donuts, alors voilà, je suis un consommateur de celui-ci, mais je l'ai découvert au départ parce qu'il y a eu des posts sur Instagram et donc je me suis dit oui, c'est quoi ces donuts qui sont ultra, qui donnent envie et j'ai envie de tester, donc j'y suis allé et voilà, depuis je suis piégé. Mais non, je rigole. Mais donc du coup, tu as mentionné le fait d'avoir aussi du coup finalement le déclic assez tôt et ça me permet de venir vers toi, Thierry. Justement, comment toi tu t'es dit ok, j'ai envie de manager finalement les jeunes entreprises. Qu'est-ce qui t'a mené à ça? Et si tu avais une image également de ton parcours, tu dirais lequel? Alors, je vais venir effectivement à l'image. Je dirais que ce qui moi m'a drivé, c'est l'homme, la femme, au sens large du terme, l'être humain. Ça a toujours été un peu au cœur de mon parcours et le hasard a fait que j'ai démarré ma vie professionnelle dans le monde de la formation des artisans, donc dans un centre de formation d'apprentis. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un milieu que je connaissais pas, moi qui venais du monde plutôt académique classique. Et puis j'ai poursuivi mon parcours et ça a toujours été finalement la création d'entreprises, la création de projets au cœur de tout ça. Et l'image qui me vient à l'esprit souvent, c'est quand même le sourire et le fun et le peps. Okay. C'est quelque chose que nous, chez LJE, donc les jeunes entreprises, comme on essaie de donner l'envie, le goût d'entreprendre et le goût de développer des compétences entrepreneuriales aux jeunes. Mais ce qu'on constate souvent, on a encore eu un événement là récemment, c'est le sourire et le fun et le plaisir. Et je pense à travers ça qu'on peut aussi un peu faire changer les mentalités et pas en faire un truc trop sérieux et trop rébarbatif. Même s'il y a des côtés administratifs ou autres, comme dans tout. Mais quand j'entends les histoires ici, c'est ce que je ressens quand même, quoi. C'est le truc qui motive et qui fait que j'ai envie de me bouger. Okay. Donc voilà, et donc moi j'ai envie de faire partager ça, même si moi-même je suis quelque part pas un entrepreneur mais un intrapreneur, puisque c'est une ASBL chez nous, mais on est quand même 24 dans l'équipe, on gère au quotidien et on le vit comme si c'était, je pense toute l'équipe le vit comme si c'était notre job, quoi. C'était notre entreprise et on y veille un peu comme un entrepreneur, je crois, couvre son entreprise et s'y investit. Donc voilà, mais pour moi vraiment l'image clé c'est l'être humain et c'est le plaisir, le fun et l'expérience que les jeunes peuvent retirer de tout ça et d'avoir des déclics. Chez certains jeunes c'est un déclic. Toi tu as parlé de déclic, chez d'autres c'est rencontrer une personne, c'est une rencontre. Chez d'autres c'est encore une expérience qu'ils ont vécue, par exemple dans les mini-entreprises. On en a aussi, donc voilà, c'est vraiment tout ça qui est pour moi au cœur de mes motivations. Ok, d'accord. En plus, justement, on en parlait un peu en off avant, donc, et on en parle souvent d'ailleurs avec Germain, c'est qu'il y a en fait finalement plusieurs formes d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement que le côté business, il y a aussi finalement l'entrepreneuriat social, le fait d'entreprendre ensemble de choses pour la société, même finalement à courte dose, on va dire que la politique peut être une forme d'entrepreneuriat quand on entreprend un ensemble de combats ou voilà. Donc il y a vraiment
plein de formes d'entrepreneuriat qui découlent très souvent d'une passion, d'une volonté de changement. C'est une forme, selon moi, de citoyenneté active. Mais on parlait justement là des jeunes entreprises qui sont quand même assez connues. Perso, dans mon école, il y avait les jeunes entreprises. Et je me demandais, parce que là maintenant je suis en université, le statut d'étudiant entrepreneur. Parce que voilà, le constat est qu'en Flandre, par exemple, il y a beaucoup plus d'étudiants entrepreneurs que du côté francophone. Et je me demandais, est-ce que, selon vous, est-ce qu'il est déjà tout simplement assez connu? Et quels sont les avantages de celui-ci aujourd'hui? Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être des différences entre certaines parties du pays et d'autres, mais si on regarde les incubateurs étudiants entrepreneurs, je pense qu'ils sont pleins de projets, pleins de vie. Je pense qu'aujourd'hui, il ne manque pas de candidats. Donc, je pense qu'il faut voir deux dimensions. Il y a une dimension administrative du statut étudiant-entrepreneur, et puis il y a les projets qui sont menés sur le terrain. Alors c'est clair qu'en Flandre, manifestement, il y a plus de jeunes qui prennent ce statut. Ça ne veut pas dire que côté francophone, il n'y ait pas des jeunes qui testent, qui se lancent et qui adopteront peut-être un statut dans un deuxième temps. Donc, je pense que ça, il faut pas vraiment être inquiet. Ce qui est sûr, c'est que moi, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que j'évolue dans le milieu de l'esprit d'entreprendre chez les jeunes et qu'on sent quand même qu'il y a des choses qui changent, des mentalités qui changent, non seulement chez les jeunes, mais aussi dans les personnes qui les entourent. Et nous, on travaille pas mal dans le monde de l'enseignement. On sent aussi que le monde de l'enseignement change son regard par rapport à ça, parce que justement, comme tu le disais très bien, je pense qu'on a compris aujourd'hui que entreprendre, c'est entreprendre sa vie. Et entreprendre sa vie, ça peut être dans n'importe quel domaine, et c'est pas nécessairement uniquement dans un but purement commercial. C'est parfois dans le but commercial, parfois sociétal, parfois sportif, parfois culturel. Et je pense que tout le monde a compris qu'aujourd'hui, c'est plutôt ça, l'esprit d'entreprendre qu'on prône, en tout cas nous chez le JE. Ok, d'accord. Tu voulais réagir? Oui, tu t'en parlais juste avant, le fait, le sourire, le fun, etc., qui est autour de l'entrepreneuriat. C'est peut-être une tendance maintenant, et on a tendance maintenant à justement amener beaucoup plus de fun dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression, qu'avant. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est un peu peut-être à la mode, et il y a de plus en plus. Et donc, t'en parlais en effet au niveau des incubateurs, il y a de plus en plus de projets, et c'est tellement chouette. Et la dynamique générale, je pense, est positive à ce niveau-là. Et c'est notamment grâce à ce genre d'action dès le plus jeune âge, même en primaire, je pense, avec la LJE, qu'on y parvient. Et donc, tu parlais du statut d'étudiant entrepreneur. Je suis moi-même encore maintenant étudiant entrepreneur en partie. Je suis également dans un incubateur, donc j'ai un peu vécu cette situation. Et c'est clair que c'est simplement une formalité administrative par laquelle il faut passer au niveau du statut juridique. Je pense qu'on pourrait encore plus simplifier le process, même s'il est déjà assez simple, notamment comme en France, où je pense que c'est encore plus simple qu'en Belgique. Mais donc voilà, c'est un statut qui permet de se lancer, qui permet d'avoir un numéro de TVA assez rapidement. Et donc, j'invite tous les jeunes qui souhaitent se lancer à se renseigner sur ce statut-là. Et on se rend compte que c'est un des freins qu'on pourrait avoir au moment où on veut lancer une entreprise, de se dire, mince, comment au final ça se passe, tous ces papiers-là. Le statut d'étudiant entrepreneur, c'est quand même un statut qui permet de assez rapidement se lancer et démarrer son projet, quoi. Ok. Et justement, parce que il y a un truc que j'ai entendu et qui revient souvent, parce que j'ai quelques potes qui également ont entrepris ou qui ont justement leur société. Il y a vraiment ce côté paperasse qui est perçu en tout cas comme quelque chose, comme un frein, finalement comme un véritable obstacle. Et du coup, je me tourne vers toi, Chloé. Est-ce que qu'est-ce que tu situes justement toi aussi comme obstacle pour un entrepreneur aujourd'hui? Non, mais ouais, clairement la paperasse administrative. Je pense aussi que on n'est jamais armé à devenir entrepreneur. Enfin, dans le parcours scolaire qu'on va avoir, que ce soit primaire, secondaire ou à l'université, je trouve ça vraiment dommage qu'on nous apprenne rien sur, je sais pas moi, les lois sociales, la comptabilité, fiscalité, etc. Enfin, c'est stupide, mais personne ne sait comment. Ouais, enfin, il y a plein de gens moi, tous mes potes entrepreneurs me posent 1000 questions parce que mon papa est expert comptable fiscaliste, mais à chaque fois, je suis là, oui, mais moi, j'ai pas le savoir, mais je peux poser la question à votre place, mais je trouve ça assez frustrant de se dire qu'on termine avec un diplôme et qu'en fait, on sait même pas créer sa propre entreprise de A à Z en étant calé sur des sujets qui sont hyper importants, quoi. Ok, c'est clair que il y a le côté aussi information, et ça aussi c'est une impression peut-être en tant que profane finalement, où je me dis que allez, il y a plein d'initiatives, on en a parlé là maintenant justement, t'as les incubateurs, t'as, je trouve, au niveau de l'enseignement supérieur plus d'initiatives qui continuent de se développer, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui autour justement de la nécessité finalement, même à des fins économiques, d'assurer un certain
d'assurer un certain tissu de jeunes entrepreneurs, de jeunes start-upers qui vont lancer leur projet avec passion et avec une certaine fougue. Mais j'ai encore l'impression que finalement aussi un des gros freins, c'est le manque d'informations. Le jeune qui voudrait se lancer ne sait pas nécessairement où trouver les bonnes informations, vers qui se tourner directement. Alors je ne sais pas si vous l'avez vous ressenti dans votre parcours ou si tu entends justement. Ouais, je peux partager ton avis, en tout cas en partie. C'est sûr que c'est un souci, l'information, la préparation, etc. Mais je pense que ce qu'il faut quand même retrouver aussi, c'est simplement le goût de la passion, le goût d'entreprendre, le goût de faire des projets. Enfin, j'avais vu il y avait quelque temps une fondation ici en Belgique qui soutient l'entrepreneuriat. Pour pas la citer, c'est la Pulse Foundation. Okay. Et ils avaient fait une petite vidéo en disant mais il faut retrouver le plaisir qu'on avait quand on était gamin, vouloir laver des voitures pour gagner un peu d'argent. Aller distribuer des journaux, que sais-je. Parce que finalement, on l'a au départ quand on est cette envie de créer des projets, de faire des choses. Enfin, quand on est petit, on a tous joué à plein de choses, à gauche, à droite, et on la perd à un moment donné. Et je pense que c'est un peu cette passion, ce fun qu'on perd, et on devient peut-être trop sérieux, j'en sais rien. Mais et c'est ça que je pense qu'il faut changer un petit peu. C'est en faire quelque chose de finalement simple et de normal, d'essayer de se lancer, de tester. Le côté administratif, à la limite, ça viendra dans un deuxième temps. Je parle surtout pour des jeunes qui veulent se lancer, ils y arriveront assez vite de toute façon. L'État les mettra devant les réalités, donc. Mais je pense que c'est vraiment ça, ce goût un peu du fun, du plaisir, de tester quelque chose, que ce soit de tester des donuts et de les vendre, que ce soit de tester du recyclage, recycler des produits, tester de les vendre. Enfin voilà, moi récemment j'ai encore vu une super mini entreprise, ils récupèrent des matières premières qui viennent du monde automobile, et ils en font des magnifiques lampes. Voilà, ils le testent à leur échelle et puis peut-être qu'ils en feront un business un jour. Voilà, mais c'est vraiment cette habitude de pas se dire ah non c'est pas possible. En Belgique trop souvent, je pense, on se dit ah non ça c'est pas possible, c'est pas réaliste quoi. On oublie de rêver. Juste peut-être avant que tu réagisses, j'avais une mini question. En général, dans les jeunes qui font les mini-entreprises, donc c'est en général de quel âge à quel âge? Ils ont entre 15, 16 ans et 18 ans, 20 ans, ça dépend un petit peu du moment où ils sont, mais c'est les fins des années secondaires, quoi. D'accord, super. Qu'on cible. Ouais, pour rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, tu parlais de ce côté-là d'entrepreneur quand on est enfant, en fait. Et puis tu parlais aussi des écoles. Et en fait, j'ai l'impression qu'on rentre à un moment un peu dans un tunnel ou simplement dans le parcours scolaire où, comme tu le disais, on nous apprend pas vraiment à entreprendre. Il y a en effet des activités, heureusement, il faut qu'il y en ait de plus en plus. Mais au niveau des cours, c'est quelque chose de très cadré et tout ce qui représente pas en fait l'entrepreneuriat, et on nous apprend pas à devenir un entrepreneur et on nous donne pas ce goût en fait de l'entrepreneuriat. On va pas nous pousser ou pas suffisamment. Donc ça, je pense que ça pourrait être vraiment chouette de nous pousser, que ça soit en primaire, secondaire ou à l'université avec différents moyens. Mais je pense que ça pourrait vraiment pousser pas mal de jeunes à entreprendre et justement à former, et pour répondre à ta première question, à enlever tous ces premiers freins, paperasse et autres qui viennent par la suite en effet, mais d'abord retrouver le goût et l'envie d'entreprendre dès en fait ce parcours scolaire, quoi. C'est vrai que ça permettrait peut-être d'insuffler finalement via cette boîte à outils où les bonnes informations, les informations utiles, ça permettrait d'insuffler finalement ce que je trouve est très bien fait avec les mini-entreprises, cet esprit d'entreprendre au plus jeune âge, du coup en secondaire, la mentalité propice à l'éclosion d'un projet, à se lancer. On lance la locomotive vers un projet qui nous tient à cœur. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu de mentalité derrière. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est clair. Je pense que, en tout cas, les deux seules études que j'ai pu identifier, l'une de la Banque nationale de Belgique, l'autre de la Commission européenne, qui essayent de comprendre pourquoi en Belgique le taux de création d'entreprises est assez faible. Enfin, en tout cas, la volonté des jeunes ou des moins jeunes d'être entrepreneurs est faible. Mais dans les deux études, c'était chaque fois effectivement une question de culture, de mentalité, de peur d'entreprendre. On a peur de mal faire. On est aussi dans le monde de l'enseignement, quand même toujours un monde où on est tout le temps jugé, évalué. Et si on fait mal à un truc, c'est vécu négativement. Et moi, quand j'entends, notamment l'expérience que tu relatais, j'ai vraiment ressenti, c'est devenu quelque chose de naturel. J'ai commencé par un job d'étudiant, j'ai apprécié ça, j'ai apprécié le monde de l'alimentation. C'est presque devenu quelque chose de naturel. J'ai un peu l'impression, quand je t'entends, en tout cas, j'ai l'impression. Mais je pense que ça commence naturellement chez beaucoup. Mais on est tous dégoûtés à un moment donné.
de par ce qu'on doit payer, de ce que nous demande. En fait, on donne énormément et on nous prend encore plus. Et c'est comme si on était là, mais en fait, qu'est-ce qu'il nous reste à nous? Enfin, et pourquoi? Enfin, je pense que on se pose beaucoup de questions sur, moi, c'est vraiment ça où je me dis, mais pourquoi on nous fait ça à nous? Pourquoi on est toujours mal vu aussi? Enfin, ouais, je sais pas, pour moi, les boss, comme les gens peuvent l'appeler, ça a un côté hyper mauvais hein, pour certaines personnes. C'est comme si on criait sur les gens, ça, comme si... ouais. Alors que c'est marrant, parce que la mentalité des États-Unis, c'est pas du tout comme ça, quoi. C'est vraiment en Belgique, France, où... ah ouais, t'as beaucoup de personnel, mais quoi, ça va et tout. Mais moi, je suis là, mais j'ai pas de turnover, tout va bien. Mais en fait, les gens pensent que quand on est boss, on est méchant. Mais en même temps, c'est vrai que je trouve qu'on est vite dégoûté. Enfin, moi, je suis vite dégoûtée parfois par la paperasse et tout ce que je reçois et qu'il faut payer et tout. Et même au bureau, enfin, donc j'ai des personnes qui travaillent au bureau pour moi et qui m'aident avec les mails, la compta, etc. J'en avais dedans qui rêvaient d'un jour ouvrir un truc et m'ont dit, ça m'a dégoûté, tout ce que tu payes. Okay. Parce que c'est eux qui font les paiements. Ils me disent, ça me dégoûte, moi, pour toi, et ça me donne pas du tout envie d'entreprendre, quoi. Je pense qu'on n'est pas prêt. Et même si on veut pas entreprendre, à l'école, on n'est pas prêt à la vie. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui savent même pas lire leur fiche de paye. Ouais. Moi, je dois expliquer à mon staff comment lire une fiche de paye. Je dois leur expliquer pourquoi brut, net, machin. Et c'est pas normal. Enfin, je trouve ça pas logique qu'on connaisse plus une formule chimique et pas du tout des bases comme ça, en fait, où où les gens comprennent pas au magasin ce qu'ils payent, pourquoi la TVA, machin. Moi, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça triste. Je trouve que le système scolaire est mal fait par rapport à ça. On nous apprend pas à vivre la vie comme elle est aujourd'hui. Parce que je pense que si les gens comprenaient ce qu'on paye, pourquoi on paye ça, etc., où est-ce que l'argent va, pourquoi, machin, ça changerait les mentalités de manière générale. Et je pense que ça permettrait à plus de gens d'entreprendre aussi, qui se diraient, OK, maintenant je comprends, donc j'arrive mieux à gérer ce qui peut arriver, quoi. OK. C'est vrai que l'inconnu, finalement, ça peut faire peur. Ça fait peur. Ouais. Mais on n'est pas là pour faire le procès du système scolaire, mais juste pour rebondir par rapport à ce que vous disiez tous les deux, mais c'est clair que la culture est totalement différente et la culture de l'échec n'est vraiment différente ici. Et en fait, entreprendre, c'est plein d'échecs. Entreprendre, c'est au final se lancer sans vraiment savoir où on va dans un premier temps, et puis c'est tomber, se relever, apprendre des erreurs. Si on attend d'être sûr à 100% et d'avoir tout son plan bien ficelé avant d'entreprendre, déjà, son plan, une fois qu'on aura entrepris, il va tomber à l'eau parce qu'on va se rendre compte que toutes les théories, elles seront fausses, parce que la pratique et la réalité du terrain est totalement différente. Et donc, en fait, c'est sans cesse des échecs et se relever. Et cette culture de l'échec, elle n'est pas du tout présente dans le système scolaire, puisque, comme tu le disais, quand on a un échec, on se fait taper sur les doigts et c'est mauvais. C'est qu'on est nul, en fait. C'est qu'on est nul. Et donc, alors que moi, j'ai jamais été bonne à l'école et j'ai pas l'impression d'être une paumée, quoi. Et donc, si on pouvait seulement, si on tombe, tiens, comment est-ce qu'on va faire pour ne plus tomber la prochaine fois et comment se relever surtout. Et donc cette culture de l'échec pour moi et donc c'est une culture qui est totalement différente aux États-Unis. Limite c'est bien vu de faire craquer une boîte, quoi. En fait là-bas je pense que si on se plante plusieurs fois avec des startups et des entreprises, c'est pas grave, tout le monde est là, c'est pas grave, t'as essayé, go, nanana. Ici, moi je le vois encore comme récemment, il y a 2 semaines, avec mon pote Tanguy qui a Cowboy, les vélos. Il y a eu toute cette histoire comme quoi ils étaient pas rentables, nanana. Et en fait, c'est vraiment les journalistes qui vont faire, ah ouais, tu vois, et ils ont fait ça, et les mecs avant, ils ont fait take it easy, ils se sont plantés, et ils osent ouvrir un truc, et en plus ça fonctionne pas. Et c'était vraiment là, mais pourquoi vous faites des articles là-dessus, en fait essaie de cheer up, genre en mode, non mais c'est des Belges qui sont lancés, qui sont en train de faire des vélos électriques, qui cartonnent, qui sont partout dans le monde. Bien évidemment, comme plein d'entreprises qui fait du gros volume, on n'est pas toujours rentable. Mais c'est vraiment genre essayer de trouver, genre, ouais, t'as vu, ils vont se planter. Je trouve ça un peu mauvais. Alors qu'aux États-Unis, on fait pas ça, quoi. Ok. Mais c'est vrai qu'en externe, j'ai cette impression-là en tant que profane toujours, c'est que, pour donner un exemple très concret, j'ai déjà parlé avec des gens qui me parlaient par exemple d'Odoo, qui est pour moi un bon exemple d'une réussite belge, en l'occurrence wallonne en plus, en tout cas brabant wallon, et justement tu as ce truc de toujours ah oui mais est-ce que, ils aiment bien pointer finalement du doigt des dysfonctionnements ou le fait simplement qu'ils ne réussiraient pas comme ils le souhaiteraient, etc. Et c'est vrai qu'en lisant des articles souvent autour du fait qu'une entreprise n'est pas rentable, une entreprise a fait faillite, etc., tu as cette impression finalement qu'on essaie de décourager finalement, d'essayer.
quoi que ce soit. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais, mais c'est sûr que c'est vraiment indispensable. Hein. Aujourd'hui, on parlait des États-Unis. On ressent qu'aux États-Unis, finalement, c'est après quelques erreurs que les banques vont commencer à te faire confiance. Parce qu'ils se disent, ça y est, il a fait ses erreurs. Maintenant, il a tiré ses leçons et il peut avancer. Il y a, l'entrepreneur qui a réussi du premier coup, C'est un mythe. C'est rare. hein, ça se saurait s'il y avait une recette unique. Hein, donc voilà. Donc effectivement, c'était un essai-erreur permanent. Et c'est ça finalement qu'on doit apprendre dans la vie, c'est de faire des essais puis des erreurs. Hein. Et assez bizarrement, quelque part, le monde scientifique fonctionne de cette manière-là. Hein. Ouais. On teste, on essaye, on a des hypothèses, on les teste, on passe à passe. Mais même la vie, Eh nos oui. rencontres, Et les relations amoureuses. Et j'ai Ouais. une personne qui se dit, non, moi je l'ai rencontré, j'avais 16 ans et C'est je me vrai. suis mariée avec, j'ai fait 2 enfants. Du premier coup, c'est paf. hyper rare, quoi. Clairement. Oui, et ça, finalement, on a tendance à l'oublier, finalement, à se dire dans le monde de l'entrepreneuriat ou de l'entreprise, il faudrait que tout soit scientifique, carré, Ouais. et qu'effectivement, un business plan, il est comme ça va donc forcément marcher comme ça. Ben non, ça marchera jamais comme ça. Et c'est ça qu'on doit peut-être apprendre, hein, effectivement, et peut-être pas se réjouir, effectivement, des échecs des uns et des Ouais. autres. Parfois, on a peut-être tendance, c'est clair qu'en Belgique, je pense qu'on n'est pas encore sur un moment où on parle suffisamment de beaux projets, peu importe qu'ils fonctionnent d'un point de vue financier, il sera peut-être dans 10 ans, ils fonctionneront peut-être parce qu'ils sont trop tôt maintenant, mais voilà, et on a un peu trop tendance effectivement à se réjouir, toujours cette culture un petit peu plus orientée, on regarde plus l'échec que Mais c'est vrai le côté positif et ce que ça apporte à la société. le positif, le storytelling positif, peut-être Ouais. aussi un élément qui pourrait inciter davantage, c'est vrai. Je voyais que tu voulais réagir, justement. Oui, mais par rapport à ceci, mais en fait, ça amène du coup la peur du regard des autres. Parce que du coup, quand on fait un échec, hein, tiens, je vais me faire juger, ou la peur d'entreprendre, même en général, par rapport au regard des autres. Et donc, ça peut être un frein supplémentaire, et je trouve ça tellement dommage. Donc, si certains nous écoutent et souhaitent entreprendre, allez-y. Et au final, le regard des autres, on arrive vite à s'en détacher par la suite, une fois que le projet est lancé et qu'on est parti. Mais ça peut être un frein réel au début, justement à cause de cette culture-là en général, quoi. Oui, mais bon, je pense qu'en tout cas, quand on fréquente régulièrement des milieux entrepreneuriaux dans tous les domaines, moi, je suis toujours frappé, votre enthousiasme, quand tu es arrivé tout à l'heure, on a senti tout de suite une énergie, toi, on le sait aussi. Et moi qui, justement, ai cette chance de plus souvent, peut-être, avec des entrepreneurs que monsieur, madame, tout le monde, c'est ça qui me marque, quoi. Hein, c'est que finalement, il y a quand même beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme, même si on se dit, finalement, je suis beaucoup taxé, pourquoi est-ce que je fais ça? Mais vous le faites quand même. Non, mais je pense que c'est aussi une question de force mentale. Donc ça, c'est que tout le monde n'a pas ça. Il faut vraiment... moi, j'ai toujours été quelqu'un... genre, je me prends un mur, c'est pas grave, je morfe un peu, mais je me relève. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas ça. Peut-être dans l'éducation, peut-être aussi c'est une question de personnalité, mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a aucun entrepreneur qui peut survivre s'il ne se dit pas, c'est pas grave, je me prends un truc, je continue, je vais chercher, je vais trouver des solutions. Moi, j'ai toujours trouvé que peu importe qui j'avais dans mon équipe, parce que mon équipe est quand même grande aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont centrés sur le problème et qui ils vont pas chercher la solution. Et moi, c'est vraiment genre, il y a un problème, je trouve la solution directe. En fait, je vais pas venir te parler du problème, je te dis en fait, ceci, je vais te dire, il s'est passé ça, mais j'ai trouvé ça, on a fait ça, c'est bon, c'est terminé. Et moi, il s'est passé ça. Ok, qu'est-ce que t'as fait? Je savais pas, donc je t'appelle. Mais alors qu'ils ont toutes les capacités à trouver la solution, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont stuck dans le problème, quoi, qui n'arrivent pas à aller au-delà et se dire ok, il y a toujours des solutions parce qu'il y a toujours une solution en fait. Donc c'est vraiment une façon de penser, je pense, qui doit être complètement différente et savoir encaisser énormément, quoi. Ouais, mais là, tu es un peu revenu à la base de l'entrepreneuriat, à la base, qui est quand même de chercher une solution à un problème. C'est ça, un projet entrepreneurial. Et donc, c'est clair que trouver des solutions, ça fait partie d'une des compétences qu'un entrepreneur doit avoir, je pense. Ouais. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vraiment plus parlé justement de la charge mentale, ce qu'on aborde assez peu, je trouve, quand on parle d'entrepreneuriat de manière générale. Ça me permet de parler justement d'une étude qui a été menée par Diane, donc autour d'éléments qui justement désinciteraient, ou en tout cas qui seraient des freins à l'entrepreneuriat, je bug beaucoup, l'entrepreneuriat notamment féminin. Qui justement ils émettaient dans les choses qui freinaient, notamment la charge mentale, évidemment d'autres éléments style le fait qu'une dame pourrait avoir un enfant à un moment donné ou à un moment ou à un autre, et d'autres éléments de ce style-là, mais la charge mentale reste quand même quelque chose
de primordial dans la mesure où on est tous amenés à un moment donné à être stressés par quelque chose. Mais c'est vrai que l'impression qu'on a, c'est que quand tu entreprends en général, hein, quelle que soit la chose que tu entreprends, que ce soit dans le commercial ou non, eh bien, tu risques très certainement d'être confronté à un mur. Parce que forcément, si tu souhaites changer ton environnement, si tu souhaites changer la réalité, si tu souhaites simplement occasionner du changement, quel qu'il soit, eh bien, tu seras amené à être confronté à une forme de résistance. Et tout le monde n'est peut-être pas paré à pouvoir tenir cette charge mentale. Mais du coup, ça me permet d'arriver à ma question suivante. Finalement, quels seraient les conseils que vous donneriez à un jeune qui souhaiterait entreprendre? Est-ce que c'est pour tout le monde d'entreprendre? Je pense pas qu'entreprendre soit pour tout le monde. Et heureusement, en soi, il y a différents chemins de vie qui sont adaptés à différentes personnalités et différents profils, et tant mieux. Après, c'est clair que quand on entreprend, il faut être prêt à mettre son projet dans ses priorités. Il faut savoir que, oui, ça va être une charge mentale, même si j'aime pas ce mot parce que c'est assez négatif. Au final, on l'a choisi et c'est notre projet et c'est aussi notre bébé, comme on en parlait en off aussi. Donc, mais c'est clair qu'on va dormir le soir, on pense à ce qui s'est passé la journée, on pense à ce qu'on doit encore faire, à ce qu'on a fait, on se réveille, on se dit mince, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? On arrive vite au bureau, on est parti dans notre journée. C'est notre quotidien, donc c'est une charge mentale. En tout cas, ça nous occupe pas mal l'esprit. Et donc ouais, il faut être prêt à ça. Après, les conseils à quelqu'un qui souhaiterait entreprendre, c'est de se lancer en fait. Comme on en parlait, il y a pas mal de freins, on va penser à plein de choses et ça. Et quand je dis je serai là, qu'est-ce qui va se passer? Et là, lance-toi, tu verras bien. J'en parlais, c'était ma première phrase, mais t'as un PC, il y a tellement de moyens maintenant pour se lancer si facilement et si rapidement que lance-toi, teste. Justement, on en parlait, c'est erreur, teste. Tu tombes, c'est pas grave. Et puis tu vois où ça te mène. Mais je pense que c'est un fonce quoi. C'est la base. Est-ce que justement, concernant, donc je parlais des aides disponibles pour les jeunes entrepreneurs, est-ce que vous en auriez quelques-uns en tête? Je vais peut-être pas citer un ou des exemples parce qu'il y a pas mal de choses qui existent. Je pense qu'il faut surtout pour quelqu'un qui a envie d'entreprendre, c'est qu'il en parle finalement autour de lui, parce qu'il aura toujours quelqu'un autour de lui qui va pouvoir justement l'orienter vers une structure d'accompagnement comme un incubateur, vers un expert comptable qui est vraiment la personne qui va vous aider à mettre le pied à l'étrier, parce que ça fait partie aussi des choses. Donc je pense que c'est vraiment ça. Bon, il faut vraiment pas avoir peur d'en parler autour de soi et puis de se lancer. Ça, c'est clair, hein, à un moment donné, il faut pas avoir peur d'oser, de rêver, d'oser. C'est un peu de ce qui nous manque parfois un peu ici. Hein. Je pense que quand j'entends encore les rêves que mes deux acolytes du jour ont encore, ils en ont encore quelques-uns devant eux, hein, ils n'ont pas fini leur carrière là. Donc et quand j'entends aussi que si par exemple un jour ils réalisent une vente de leur business actuel, c'est pour recommencer et réutiliser cet argent pour aider d'autres à lancer leurs projets, etc. Donc c'est vraiment un peu ça qui peut se mettre en place, je crois, aujourd'hui. C'est parlez-en autour de vous, parce que jusqu'à présent peut-être qu'on n'en a pas assez parlé, on n'a pas assez dit à des jeunes vas-y, t'as un rêve, fais-le, essaye, pourquoi t'essayerais pas? D'accord. Et voilà, moi je pense qu'il faut en faire quelque chose qui devient plus naturel, de se dire je teste et puis on verra bien, et qu'est-ce que je risque? Je veux dire, pas toujours énormément d'argent, parfois oui, dans ce cas-là on réfléchit un peu plus, mais ça commence souvent par des plus petits projets, hein. Donc du coup, toi qui nous écoutes, n'hésite pas, lance-toi. Mais justement, en parlant de ça, on parlait d'aspiration, on parlait en off d'aspiration et d'inspiration également. Quelles sont les vôtres? Qu'est-ce qui vous inspire chaque jour en vous levant pour mener à bien votre activité? Qu'est-ce qui vous permet d'aller, à quoi vous aspirez en continuant de développer cette activité? Moi, comme je l'ai dit en haut, je suis un peu au jour le jour. Je pense que en fait, quand on devient entrepreneur et qu'on se lance dans un projet, c'est avant tout par passion. Donc, on est passionné par quelque chose. Donc, moi, j'ai pas d'aspiration spécifique. J'ai juste, au quotidien, je suis juste passionnée par ce que je fais. Donc, j'adore mes mains dans de la pâte, dans des fruits, dans des légumes, et faire des choses et voir les gens les manger. Donc, c'est vraiment ça. J'ai pas vraiment d'aspiration parce que
on sait jamais de quoi demain est fait, qui on va rencontrer, etc. Et j'ai pas envie de me bloquer en me disant non, mais je veux être là. Mais en tout cas, c'est clairement, si je me lève tous les matins et que je suis contente d'aller au boulot, c'est parce que je sais que je fais quelque chose que j'adore. Et ça, c'est hyper important. S'il y a des gens qui veulent se lancer un jour, je pense que tu vas d'abord trouver qu'est-ce qui les passionne le plus et pour lesquels ils sont capables d'encaisser quand même pas mal de choses pour se lever tous les matins en se disant non, en fait, je fais ce que je fais parce que j'adore ce que je fais, quoi. D'accord. Ouais, c'est clair. Mais c'est peut-être un des avantages de l'entrepreneuriat aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de plafond de verre. C'est-à-dire que j'ai pas non plus d'objectif de je veux arriver là et j'ai telle vision, j'ai tel objectif, que ce soit financier ou autre. Mais simplement, je veux voir toujours plus loin au jour le jour et dire, tiens, allez, un step plus loin à chaque fois. Parce qu'au final, c'est ça qui me passionne et c'est cette ambition-là qui me donne envie d'avancer. Et tant qu'au final, je suis content de me lever chaque matin pour faire évoluer mon projet, c'est le principal. Donc, j'ai pas d'objectif précis. Et puis, je pense qu'il y a personne dans sa vie à un moment qui s'est retourné et qui a dit, c'est bon, maintenant j'y suis arrivé, je m'arrête, quoi. Ouais. Et on n'est jamais satisfait à 100%, je pense. Je pense et donc, ça sert à rien de se dire, tiens, quand je serai là, c'est bon. Non, quand tu seras là, tu voudras aller encore plus loin. Donc, autant le savoir déjà avant et voilà. Ok. Je me permettrai cette petite question. Ça commence très mal. Non, en soi, j'avais une question qui me tenait à cœur en sachant que vous allez venir, en sachant que tu allais venir, Thierry. Je peux tutoyer. Ouais, évidemment. C'était de savoir, finalement, comment on pourrait inciter, développer cet esprit d'entreprendre chez les jeunes dès le plus jeune âge. Je pense que c'est de leur permettre de vivre justement des expériences depuis l'enseignement. C'est vrai que nous, on est actifs déjà dans l'enseignement primaire, notamment, par exemple, on les amène à faire des projets autour des objectifs de développement durable de l'ONU. Et moi, je suis toujours émerveillé de voir comment finalement, en donnant quelques petites clés, et puis surtout en laissant les jeunes libres de leurs projets, de leurs idées, comment ils arrivent à finalement donner des petites idées pour répondre comme ça à des enjeux à tous les niveaux, et ça se fait petit à petit. Donc pour moi c'est vraiment ça, c'est de le faire sous forme de jeu, de fun, sans points surtout. Donc il faut pas qu'il y ait des contraintes spécialement derrière, surtout chez les plus jeunes évidemment. Je dis petit à petit il y aura suffisamment de contraintes qui vont se mettre devant les uns et les autres, et moi je trouve ça vraiment toujours formidable de voir finalement que au départ d'un problème, d'un enjeu, on se trouve une solution, que ce soit parce qu'on veut mettre sur le marché des boissons moins sucrées, que ce soit, je pense à des jeunes que je connais, des jeunes qui ont envie de trouver des solutions pour remplacer les plâtres et faire des orthèses à base de 3D, d'impression 3D. Enfin voilà, moi je suis toujours émerveillé un petit peu par le fait que finalement cette capacité qu'a l'homme et dès son plus jeune âge, et parfois on brime un peu et on limite cette créativité à trouver des solutions aux différents enjeux du monde ou aux différents problèmes qu'on rencontre au quotidien, et pas que des problèmes, aussi des choses très positives. La nourriture, c'est quand même vachement gai, vachement fun, quoi. Et moi, je trouve ça vraiment formidable d'avoir des gens qui ont envie de se lancer comme ça à gauche, à droite. Et moi, je suis vraiment très confiant, et en même temps, on sait qu'il faut mettre un cadre. On sait qu'il y a plein d'enjeux aujourd'hui. Moi, je suis très confiant sur le fait que plein de jeunes vont résoudre ces problèmes. Tout sera pas résolu, c'est pas grave. Il y aura toujours des problèmes et des projets auprès de chacun. Sur la question du cadre, et ce sera ma dernière question du jour, pour vous, qu'est-ce que le pouvoir public, qu'est-ce qu'en termes de cadre, nous devrions faire pour justement permettre à des jeunes qui voudraient entreprendre de le faire le mieux possible, pour inciter tout simplement aussi à l'entrepreneuriat, et aussi finalement pouvoir mieux accompagner celui-ci. Il y a 2 points, je te laisserai répondre juste après, je me permets, mais il y a 2 points auxquels je pense, on en a parlé juste avant, mais c'est simplifier tous les process, même si le statut d'étudiant indépendant est un statut incroyable, il y a quand même encore pas mal de paperasse, et donc simplifier et informer au mieux, mais donc simplifier tous ces process-là. Et autre chose, c'est un des obstacles auxquels j'ai été rencontré, un des obstacles que j'ai rencontré, c'est le fait que quand j'ai lancé ma boîte, j'avais moins de 18 ans. Et ça, on en a déjà parlé, Jean, mais pour avoir le statut d'étudiant indépendant, il faut avoir 18 ans. Et t'en parlais, Thierry, de jeunes qui sont en secondaire, en réto, et du coup, pour la plupart, ont moins de 18 ans. Et ces jeunes-là, en fait, se retrouvent bloqués parce qu'on ne peut pas lancer son projet tant qu'on n'a pas 18 ans, on ne peut pas avoir de numéro de TVA. Donc, il faut trouver des astuces, et donc voilà, essayer de trouver des solutions pour pouvoir quand même se lancer. Mais ça me paraît être un des freins aussi. Pourquoi empêcher des jeunes qui ont envie de se lancer, au final, à attendre ces 18 ans
Voilà, ça c'est une petite parenthèse à laquelle j'ai pensé. Donc on imaginerait peut-être à 16 ans éventuellement en fonction de... Pourquoi pas. Moi, mon père m'a dit que si tes parents se portent garant et remplissent tes papiers à ta place, c'était bon. Oui, mais c'est très très compliqué. Après, parce qu'il faut... ça s'appelle l'émancipation. Je pense que je m'étais renseigné à ce moment-là. Mais c'était très très compliqué. Ouais. En fait, le temps de faire les démarches, t'as 18 ans. Quoi. Donc, Ouais, mais c'est vrai que c'est souvent, enfin, ça a été le cas de certains entrepreneurs, c'est finalement leurs sous parents. la responsabilité des parents. Bah, quelque part, c'est ce qu'on fait. Nous, les mini-entreprises, ils font leur projet sous notre responsabilité. oui, Donc, oui, mais c'est ce que j'ai dû faire, utiliser voilà, le numéro TVA, voilà, mais c'est quand même, et puis tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir des parents qui ont un numéro TVA ou qui sont prêts, donc c'est aussi permettre à tout le monde d'entreprendre et plutôt facilement, quoi. Voilà. Et Chloé, toi, t'avais... Je pense que ça doit commencer avec le système scolaire, mais bon, on peut pas remettre tout en question. Mais avoir clairement, si déjà en secondaire, il peut y avoir des cours sur tout ce qui est dont j'ai parlé, quoi, la sociale, la comptabilité, fiscalité, etc. C'est hyper important. Et après, je pense que je pense qu'on doit mieux entourer l'indépendant en général, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu des pestiférés, enfin, on nous aime pas trop. Et enfin, je sais pas, je parle juste, on tombe malade, on n'a rien, on n'a pas de congé de maternité, il y a plein de choses qu'on n'a pas et qui c'est pas ok, pas parce que c'est pas parce qu'on a décidé d'entreprendre, de lancer un business et donc potentiellement de gagner peut-être plus qu'un salarié que en fait on a le droit d'avoir moins que les autres. C'est pas ok en fait, à mon sens. Donc il y a des choses qui pour moi doivent être revues, on doit être beaucoup plus équilibré par rapport à un salarié parce qu'on prend plus de risques en fait au final. Et pour moi le risque ça vaut quelque chose, quoi. Ça vaut aussi l'État doit être beaucoup plus en mode non, on est là pour eux au cas où il se passe quelque chose dans leur vie en fait aussi. Les laisser aussi respirer, de pas se dire en fait vous devez travailler tout le temps et si tu t'arrêtes désolé. Ok, c'est vrai. Et tu avais, toi, un élément... Non, juste dire qu'effectivement, on a parlé aussi du monde de l'enseignement, mais le monde de l'enseignement, il peut pas résoudre non plus, il n'est pas là pour résoudre tous les problèmes. Mais c'est vrai que par contre, ce monde de l'enseignement peut évoluer et peut permettre finalement, tu le disais il y a 2 minutes, hein, c'est à travers l'école aussi de vivre, de découvrir la vie, quoi. Ce qui va nous attendre quand on quittera le monde de l'école, hein, savoir le prix d'un pain, savoir le prix d'un salaire, qu'est-ce qui compose un salaire, pourquoi on paye des taxes. Et c'est vrai que c'est des choses finalement qu'on ne sait pas. Ça, c'est le côté, bon voilà, on peut attendre des choses du monde de l'école, mais l'école va pas résoudre tout. C'est pas non plus la mission de l'école, c'est la mission de tout le monde. Sur un plan peut-être plus global, plus politique, c'est vraiment de laisser la bride ouverte. Je crois qu'aujourd'hui, on cadenasse un peu trop de choses, il faut laisser des portes ouvertes, et puis il faut surtout considérer que finalement permettre aux jeunes de vivre des expériences comme celle-là, c'est un investissement, c'est pas un coût, parce qu'effectivement c'est un coût des projets comme ceux-là, mais c'est un investissement à long terme, parce que ces jeunes qui prennent des habitudes de chercher des solutions à des problèmes, d'essayer de lancer des choses, c'est ça qui va faire évoluer le monde de demain. Donc je pense qu'il faut vraiment considérer ça comme un investissement sur le long terme, parce que c'est le monde de demain, et ça, pour ça, je pense qu'il y a quand même, on peut quand même se réjouir des changements aujourd'hui. Si on parle de nouveau, je reviens au monde de l'enseignement, avec le pacte pour un enseignement d'excellence, aujourd'hui, l'esprit d'entreprendre, la créativité, ça fait partie des axes transversaux. Il faudra du temps, sans doute, pour que ça se mette en place concrètement. Mais en tout cas, il y a une porte ouverte, il y a un momentum, et je pense que ça, c'est encourageant. Donc, on voit que les mentalités changent. Ça mettra du temps. C'est pas grave. On a le temps. Écoute, sur cette belle phrase, justement, finalement, c'est un investissement. Il faut investir aussi en le jeune entrepreneur. Eh bien, je vous propose de conclure cette première émission. J'étais très content de vous avoir aujourd'hui et on se reverra très vite, j'espère. Ouais, merci à toi. Merci, Jean. On nous pose souvent la question de savoir, qui nous sommes dans le paysage politique. Ayant un discours nuancé, attaché à la bonne gestion publique et donc au pragmatisme que cela impose, il est difficile de nous caricaturer. Finalement, ce que nous sommes, c'est ça. Je dirais des combattants du juste. Nous ne sommes ni à gauche, voulant rendre les riches pauvres, ou d'une droite complètement déconnectée, souhaitant rendre les riches encore plus riches, en faisant peser la charge de la solidarité uniquement sur les pauvres, qui sont déjà noyés. Après 40 ans de néolibéralisme, ils n'ont toujours pas compris. Nous, ce que nous voulons, c'est rendre tout le monde plus riche, en éradiquant la pauvreté, qui n'est finalement qu'une anomalie provoquée par un système défaillant.
Il n'y a jamais eu rien de bon, ni de normal, ni d'acceptable dans le fait de voir des familles ne pouvant subvenir à leurs besoins. Pour nous, la justice doit être insufflée dans tout et de manière transversale. Elle doit être sociale, fiscale ou internationale lorsqu'on parle notamment des rapports Nord-Sud. Il faut mener une politique du juste. Nous souhaitons promouvoir le bien-être de... Évidemment, il y aura toujours des gens qui auront un peu plus et des gens qui auront un peu moins. C'est un fait. Mais nous avons un devoir, c'est de rendre cette répartition toujours plus juste pour l'ensemble des citoyens. Nous avons le devoir de garantir à tous que les minimums ne soient pas remis en cause, tandis que nous développons toujours plus nos mesures afin d'accroître le bien-être de chacun des Belges, quel que soit son niveau de richesse. Avec un État responsable doté d'un véritable rôle de bienveillance qui protège progressivement toutes les couches de la population qui sont injustement moins bien loties, et d'un État stratège qui aura à gérer ces échanges avec clairvoyance et une vision à long terme, notamment lorsqu'on parle d'entrepreneuriat. Il est stratégique pour l'État de parier sur ces jeunes entrepreneurs. D'un État qui donnera à tous les citoyens les conditions matérielles pour pouvoir jouir de leur liberté, en entreprenant, en voyageant ou en se développant personnellement. Il en va, comme nous l'avons vu avec les différentes crises, du bien-être des Belges, qu'ils soient bruxellois, wallons ou flamands. Mes amis, relevons le défi d'un monde plus juste.